que cela soit fait. C'est seulement ça. Vous voulez? Vous voulez? D'accord. Alors, laissez-moi vous dire que ça a été pour moi une expérience très enrichissante en tant qu'anthropologue que de travailler sur cette thématique. Le choix, pour moi, n'a pas été trop facile, car je sais que trouver les bonnes informations et être capable de les exploiter n'est pas toujours quelque chose de facile. Et voilà, il y a environ 8 ans, on avait organisé un auditorium diocésain de la ville, la Seine-Saint-Louis. On avait organisé une conférence avec 3 panélistes. Et ces conférenciers, c'était le 2 novembre, on les a sommés de dire: est-ce que réellement on peut zombifier quelqu'un? Il y avait un prêtre, il y avait un pasteur anabaptiste et il y avait une mambo. Mais malheureusement, la conférence a tourné court. Personne n'avait su donner de bonnes explications par rapport à ce phénomène. Et c'est alors que je me suis embarqué dans cette démarche, je me suis engagé dans cette démarche. Je me suis dit que fort de tout ce que j'ai appris à la faculté d'ethnologie, ne serait-il pas temps que je m'investisse dans une démarche de la sorte? Je m'étais promis de produire à ce moment-là un article, et 3 ans plus tard, l'article était là, il était fait prêt, et il a été publié dans les colonnes du Nouvelliste. Et les bonnes réactions ont fusé de partout. De Strasbourg, du Québec, de partout dans le monde. Les emails m'arrivaient pour me féliciter pour la qualité du contenu et je dirais même l'audace de l'approche. Quand c'était pour la première fois, peut-être que quelqu'un tente de faire comme l'a dit le doyen, d'enlever le sûr à quelque chose d'assez naturel, de rendre les choses accessibles à la compréhension de chacun. Placer la zombification sur le terrain de la neurotoxicologie. Les documents n'étaient pas faciles à trouver, mais quand on est chercheur, eh bien, on sait nécessairement à quoi s'en tenir. Et quelques mois après la publication de mon article, il faut dire que l'article a été publié de manière séquentielle sur plusieurs numéros du Nouvelliste, entre novembre et décembre 2011. Et finalement, moins d'une année plus tard, en août 2012, le psychiatre et écrivain Joël Desrosiers, à ma grande surprise, il a traité de mon article dans un papier qu'il a publié encore dans le Nouvelliste, mais qu'il a rédigé de Montréal étant. Et il a fait en quelque sorte l'apologie de mon travail, de ma contribution. Et quelques mois plus tard, Leslie Payan, le professeur Leslie Payan, qui est également historien, économiste senior à la Banque mondiale et qui s'intéresse de près aux phénomènes anthropologiques, sociologiques. Il a produit une série de conférences et les textes de ces conférences ont été publiés dans le Nouvelliste. Et ces textes ont mentionné, comme l'avait fait Joël Desrosiers, mais dans une mesure moindre, les travaux que j'avais publiés. Et c'est alors que je me suis dit, il faut aller de l'avant, qu'il faut non pas se contenter d'un simple article, mais de quelque chose de plus mature, de plus conséquent.
Et je me suis remis à la tâche. Et pendant de nombreuses années, je travaillais, certaines fois de manière discontinue, mais avec le même enthousiasme. Et accidentellement, en anthropologie ou en science on appelle ça, je ne sais pas si je vais bien prononcer le mot, je ne suis pas du tout brillant en anglais, ça devait être serendipity, comme quelque chose qui arrive de manière accidentelle. Je me suis retrouvé face à ce cas-là, le cas Michelet-Dier. Et c'est justement ce qui manquait à mes écrits pour leur assurer une légitimité respectable. Et pendant une année, j'ai enquêté sur ce cas. Il faut dire qu'Hippolyte, pour tout le monde, pour toute la communauté de Hippolyte, cet individu, à l'aspect zombiesque, est véritablement un zombie. La vraie mère de Michelet-Dier, Ghislaine Mimel, elle est la première à croire, et de la manière la plus forte, la plus profonde, était donc la première à croire qu'elle avait affaire véritablement à son fils, que ce type-là était son fils. Il n'y avait pas du tout de doute, elle avait une certitude extraordinaire. L'oncle de Michelet, ses frères, ses sœurs, toute la communauté de Hippolyte avait le même mot sur les lèvres. Ce type, au regard vide, à la démarche lourde, est bien Michelet-Dier. Je suis retourné à Hippolyte. J'y étais allé une fois auparavant. J'ai fait toutes sortes de relevés, des entretiens, des photos. Et un an plus tard, je me suis dit que je ne devrais pas lâcher prise. Je vais traiter le dossier avec beaucoup de pugnacité. Et quand je suis revenu, j'étais armé d'un fibroscope. J'étais déterminé à l'idée de visualiser la tombe, la sépulture de Michelet-Dier. Mais finalement, l'accès m'était refusé. Je ne pouvais pas introduire le fibroscope de la tombe, dans le cercueil, pour pouvoir avoir un visuel exact de ce qu'il y avait. On est en science, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a des rumeurs, des allégations de toutes sortes. Mais un scientifique ne fonde pas ses réflexions sur de telles choses. Il faut voir. Le scientifique, c'est peut-être comme Thomas, le disciple de Jésus. Il veut voir de ses yeux. Il veut voir, il veut toucher la chose. Mais malheureusement, je n'ai pas pu réaliser l'exercice de visualisation de la sépulture. Et j'ai dit, bon, je dois faire appel aux autorités judiciaires pour que je puisse prélever des échantillons d'organes, etc. J'étais déterminé, je voulais aller jusqu'au bout. Ce que j'avais en tête, c'était une analyse génomique. Voir est-ce qu'il y a une sorte de correspondance entre les microsatellites des deux individus. S'il y a correspondance, donc il y a une relation de filiation, une relation que Ghislaine est véritablement la mère de ce garçon. Mais comment demander à des paysans de vous confier des échantillons d'organes? C'est pas croyable. Et ce que j'avais en tête, je ne voulais pas de sang, ça aurait été matériellement impossible. Avoir le sang, des échantillons de sang, des tissus sanguins de chacun des deux sujets, c'est pas croyable, c'est pas possible. Alors je me suis dit, ah mais les cheveux, toutes nos cellules, toutes les parties de notre corps contiennent de l'ADN. Et je voulais justement avoir accès en particulier à l'ADN mitochondrial.
On a une maman, on a une dame qui dit que c'est son fils. Or, l'ADN mitochondrial n'est transmis que par la mère, non par le père. Donc si on arrive à établir une certaine correspondance entre l'ADN mitochondrial de la maman et du prétendu zombie, alors là, on a affaire à un véritable zombie. Et en plus, arrivé quelque part, je me suis ravisé. Je laisse la réaction en chaîne par polymérase pour m'attarder de préférence sur les short repeat tandems, les microsatellites. Et les cheveux donnent accès aux informations contenues dans les microsatellites. Mais comment enlever les cheveux d'une paysanne? Comment le faire? Les cheveux sont sur nos crânes, ils garnissent nos crânes, n'est-ce pas, notre crâne. Donc il y a une sorte de contact étroit entre les cheveux et l'âme. Vous voyez, on est dans le vaudou là. Hein? Si on prend les cheveux de quelqu'un, c'est comme si on lui volait son âme. Une requête de la sorte n'aurait pas abouti. Et je me suis adressé aux autorités judiciaires pour leur demander leur appui. Je voulais qu'ils m'amènent les deux sujets pour que je fasse les prélèvements de cheveux pour les faire analyser par la suite. Mais je ne suis pas arrivé à convaincre les autorités de la ville, les autorités de cette juridiction, car il n'y avait pas de plainte. Donc l'histoire, n'est-ce pas, et on parle effectivement d'une affaire de zombie, n'est pas ouverte. Et puis le type a été, n'est-ce pas, avec la cellule du Sud. Cellule du Sud n'est pas dans la juridiction des Cailles, c'est dans la juridiction d'Aquin. Donc il fallait donc que je m'adresse aux autorités judiciaires d'Aquin. Le substitut commissaire auquel je m'étais adressé m'a dit: Monsieur Lumey, il va falloir que vous vous débrouillez tout seul. Le type n'est pas dans notre juridiction. Comme le professeur Bleu l'a souligné, j'ai dû, entre guillemets, violer quelques principes. Certaines personnes pourraient parler de violation de la dignité. J'ai pas pris les cheveux de force, croyez-moi quand même, hein? Je ne suis pas un criminel. Mais quand même, je les ai fait céder. Ils m'ont offert. Vous allez voir dans le livre comment j'ai fait, je ne vais pas le dire tout de suite. Ils m'ont offert leurs cheveux. J'ai été dans une clinique avec eux et j'ai demandé à un médecin, selon ce qui a été établi dans le protocole envoyé par le laboratoire canadien qui devrait réaliser le test, j'ai demandé au médecin de respecter le protocole de prélèvement envoyé par le laboratoire canadien. Et il a fait exactement comme on voulait. En double exemplaire, des cheveux portant racines, cheveux ou poils portant racines des deux individus, n'est-ce pas? Et je les ai acheminés par voie postale à Madame Danielle Desmarais, qui est peut-être la scientifique la plus célèbre en ce qui a trait à l'analyse génomique. En 1988, sa thèse a été soutenue en présence de Guy Rocher. Guy Rocher, c'est un classique de sociologie. Donc, et c'est à partir de cette thèse soutenue en 1988 que le Canada, la justice canadienne, a fait admettre les microsatellites comme moyen permettant d'établir une filiation. Donc j'étais tombé sur le bon laboratoire et la bonne personne, la meilleure à mon avis, dans tout le territoire canadien. Et peut-être l'un des plus grands experts mondiaux. C'est elle qui a reçu les échantillons expédiés et c'est elle personnellement qui a paraphé le rapport d'analyse qui est reproduit en facsimilé à la fin de l'ouvrage.
Et comme on pouvait s'y attendre, il n'y avait pas eu de concordance. Il n'y a pas de concordance entre Ghislaine Nibel et le garçon que l'on présente généralement comme étant son fils, comme étant Michelet. Et en fait, cela, c'est la deuxième partie de mon ouvrage. Cette deuxième partie est constituée de 3 chapitres. Et la première partie en comprend 8 autres, à travers lesquels j'ai tenté, n'est-ce pas, de redessiner l'itinéraire de la zombification en Haïti. L'itinéraire de ce savoir qui aujourd'hui fait peur, ce savoir qui nous interpelle, ce savoir qui nous empêche parfois de dormir. Mais je l'ai dit dans l'ouvrage, je crois en chapitre 2, que si un jour on doit combattre la zombification, mais le savoir qui est à l'origine de cette, je vais dire connaissance, ce serait donc la même chose, qui est à l'origine de la maîtrise de ces molécules, eh bien, il faut laisser ce savoir intact. Je crois que c'est un savoir important, à la fois pour le présent d'Haïti et pour son futur. Et ce savoir, vous allez voir tout de suite de quoi je parle, en fait, vous allez voir l'importance. Quand on se demande, n'est-ce pas, comment des gens qui n'ont jamais été à l'école, comment sont-ils parvenus à associer, certes dans un but criminel, ces dangereuses molécules. Et il faut se découvrir par devant ce savoir. Et ce savoir, il est ce que je pourrais appeler, il est comparable à ce que l'université, dans sa version moderne, occidentale, produit. Aussi sophistiqué, un savoir aussi sophistiqué, aux mêmes de gens qui n'ont jamais été à l'école. Ils sont parvenus à maîtriser ce savoir. Et Von Pritchard, en 1937, au Soudan, il a découvert, n'est-ce pas, que certains peuples ont pu mettre à point ce que moi j'appelle une alchimie et que lui il appelle sorcellerie. Ça veut dire un ensemble de techniques efficientes à partir de substances puisées, n'est-ce pas, dans l'écosystème environnant. Ils sont parvenus à une connaissance très fine de ces molécules, des connaissances aussi fines que ce que l'on arrive à produire à l'université de Lomonosov, par exemple, ou à la Harvard. Et ce sont ces connaissances qui sont disponibles en Haïti, qui existent. Et ce sont ces connaissances que nous appelons la magie. Et en lisant mon texte, vous allez voir ce qu'est en réalité la magie. C'est de la science. Des gens qui manipulent des données de biochimie, mais sans connaître le tableau périodique de Mendeleïev. Ils utilisent probablement d'autres codes. Et c'est le même savoir. C'est pour vous dire aussi que l'université n'a pas le monopole du savoir. C'est vrai que l'université, c'est le creuset. On se forge le savoir. Mais le savoir peut exister à l'extérieur de l'université, puisqu'il a existé antérieurement à l'université. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Je vous permettrai tout bonnement de lire et de vous faire vous-même une opinion à propos de la zombification. Merci pour votre présence. Et nous allons passer d'ici, nous allons prendre une brève pause musicale et nous allons passer au rituel de la ventilature. Et j'en profite pour vous dire également joyeux Noël.
et merci d'être venu. Très sincèrement, je vous remercie.